Le 5 décembre 1983, elle écrit une page d'histoire. À la suite du décès de son mari, elle devient la première femme à succéder à son conjoint dans sa fonction de députée. Madame Bélanger, bonjour. Bonjour, M. Morin. Madame Bélanger, vous vous êtes intéressée à la politique très jeune. Vous suiviez votre père qui était organisateur politique. Vous aviez quel âge et qu'est-ce que vous faisiez avec votre père en politique? J'avais 11-12 ans et à chaque fois qu'il partait pour une assemblée, là, je disais, « Père, je veux aller avec toi. » Fait que maman disait, « Bien, qu'est-ce que tu vas faire là? » Mon père disait, « Laisse-la donc faire, elle aime ça. » Alors, je le suivais. C'était la grande époque de Duplessis à ce moment-là et mon père était organisateur pour l'Union nationale. Et vous faisiez quoi? Vous simplement écoutez les discours? Ah, j'écoutais ce qui se passait autour, puis je trouvais des fois très bizarre les commentaires qui se faisaient parce que les campagnes électorales, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. Parce que la plupart des amis qui étaient amis avant la période électorale devenaient pas des adversaires, mais presque des ennemis. Ça s'injurait, puis je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais mon père, il était très apprécié dans la paroisse, puis je trouvais qu'il faisait bien son travail. Est-ce que c'était pour les Bleus ou pour les Rouges? Non, non, c'était pour l'Union nationale. Et comment ça se passait, la politique, dans des comtés ruraux à cette époque-là? Bien, il y avait beaucoup de discussions qui se faisaient sur les perrons d'église. Souvent, même des discours contradictoires. Le candidat de l'Union nationale et le candidat libéral étaient sur le perron d'église. Les gens qui sortaient de la messe étaient en bas du perron. Et il y avait des questions qui se posaient. C'était un peu contradictoire. Est-ce qu'il y avait des jeux déjà que vous voyez, là, les Rouges qui étaient défavorisés quand les Bleus étaient au pouvoir, puis l'inverse aussi, en fait, ce qu'on appelait du patronage? Bien, c'est-à-dire que je l'ai découvert suite à une élection de l'Union nationale, où mon père, le candidat était venu, puis il dit, si jamais on gagne les élections, tu vas devenir cantonnier. Alors, ça veut dire travailler pour le ministère des Transports. Mais à ce moment-là, toutes les routes étaient en gravelle, évidemment, et il avait promis la job de cantonnier. Alors, et le lendemain de l'élection, l'Union nationale avait gagné et tout l'équipement qui était chez un libéral est arrivé chez nous. Alors, c'est là que j'ai compris que c'était un peu du patronage. Et en 1978, qu'est-ce qui s'est passé pour vous impliquer directement? En 1976, lors de l'élection du Parti québécois, mon mari et moi avions resté un peu inactifs. Et là, on s'était juré que la prochaine élection, parce qu'on avait eu peur de la séparation, évidemment, on s'était juré que la prochaine élection, qu'on ne restera pas assis dans notre fauteuil pour regarder les résultats à la télévision. Et là, on est entre les deux, entre l'élection du PQ et le référendum. Mais arrive M. Ryan. Est-ce que ça a eu une influence? En 1978, là, on est rentré membre du Parti libéral officiellement, là, même si on travaillait pour le Parti libéral, bien, on a rentré membre. Et on a commencé à suivre les activités, les campagnes. C'était la course au leadership. Est-ce que vous aviez participé à la campagne, à la direction du Parti libéral en 1978 quand M. Ryan a été choisi? Non. Non. On n'a pas participé. On a pris notre carte de membre pour être délégué. Et là arrive le référendum de 80. Quel genre d'implication, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire que nous vivions à Montréal. Et là, nous avons déménagé en campagne en 1978. Alors, ça faisait 2 ans que moi, j'étais native de là, mais mon mari n'était pas était natif de Montmagny. Alors, en 80, il y avait le président de la région, puis il y avait un président par MRC. Il est devenu président du nom pour la MRC du Granit dans le comté de Mégantic-Compton. Et quel genre d'engagement vous avez fait pour bien la là, campagne? on a fait des assemblées publiques, on a fait des assemblées de cuisine,
On a travaillé, on avait de la documentation pour essayer de convaincre les gens de voter non, évidemment. Et le résultat du référendum passé, votre mari est sollicité pour devenir candidat. Comment ça s'est produit? Alors, le comté est devenu libre. Et, bon, comme nous étions actifs dans le parti, et évidemment là, que la victoire, c'est l'argent est le nerf de la guerre. Alors, il est venu des solliciteurs chez nous pour faire du financement pour le Parti libéral. Puis là, on a discuté politique, évidemment, et le solliciteur, qui était un organisateur, il dit « Est-ce que vous allez vous impliquer? » Là, il dit « Le comté est libre. » Il dit « Pensez-vous vous impliquer jusqu'au point de... » Il dit « Je ne restais pas assis dans mon salon. » Il dit « Est-ce que vous allez vous impliquer jusqu'au point de devenir candidat? » Oh, il dit « Non, pas à ce point-là. » Fait que ça restait comme ça. Puis après qu'il était parti, j'ai dit « Tu ne seras pas intéressé? » Ça fait que, bien, voyons donc, on vient d'arriver, je suis à la semi-retraite, et pas question. Bien, j'ai dit, écoute, bien, pense-y sérieusement, parce que si tu n'y vas pas, moi, j'y vais. Alors, ça lui a fait prendre sa décision. Et laquelle a été plus difficile, 80 ou 80, la première ou la deuxième? Ce qui a été le plus difficile, c'est la convention de mon mari. Il y a eu une convention, évidemment, et il y avait 8 candidats. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très dur. Puis mon mari n'était pas tellement connu à ce moment-là dans la région, alors qu'il y en a que ça faisait 4 ans qu'ils se préparaient pour être candidats dans les 8 candidats qu'il y avait à la Convention. Alors, on a travaillé fort pour vendre des cartes de membres, évidemment, pour venir voter lors de la Convention. Alors, il y avait 8 candidats, dont la plupart beaucoup plus connus dans le comté que mon mari. Mais au 3e tour, mon mari a gagné. Alors, c'était l'euphorie. Et la deuxième campagne, celle de 81, où les libéraux ont subi encore la défaite. Est-ce que ça a été plus difficile à accepter après une victoire au référendum? Disons qu'après la victoire au référendum, s'il y avait eu une élection tout de suite en 80, l'automne 80, une élection générale au lieu des partiels, je pense que le Parti libéral serait rentré au pouvoir. Mais malheureusement, ils ont attendu, ils ont fait un sommet économique, et puis ils ont attendu en avril 81. Et on a perdu le pouvoir. Votre mari est décédé peu de temps après, durant la campagne à la direction du Parti libéral en 83. Est-ce que vous attribuez ça à du surmenage parce qu'il s'était diminué beaucoup? Oui, parce qu'il était dans l'organisation et on avait 5 comtés. Je dis on, parce que je participais. Je dis, bon, on exclut les personnes qui parlent normalement, mais là, j'étais participante avec lui. On a fait 5 comtés où on allait choisir les délégués, des assemblées pour choisir les délégués. Naturellement que c'était... il y avait des slates, hein? Une course à la chefferie, ça se passe comme ça. Je pense qu'on n'a pas assez le cacher. Et ensuite de ça, il est parti une fin de semaine, du vendredi au lundi, au mardi, il est parti avec M. Bourassa dans le bas du fleuve, le Saguenay. Et quand il est revenu le mardi, il était très, très, très fatigué. Il était blanc, puis il ne filait pas, puis il était fatigué. Alors, on est allé à l'hôpital, puis là, il pensait que c'était le stress, ça repose-souhait, puis... mais malheureusement, lui, il disait, moi, je fais de la retraite. Il avait mal dans le bras, puis il disait qu'il faisait de la retraite. Et en fin de compte, on s'est traîné à l'hôpital, puis là, le samedi, le mardi, il y avait eu un souper de la Chambre de commerce à Sherbrooke avec M. Bourassa. Puis il était assis à la table d'honneur, moi j'étais dans la salle. Puis là, je le voyais les sueurs couler. J'étais, oh mon Dieu, il a l'air fatigué, ça n'a pas de bon sens. Et là, quand on est sorti, il dit, je fais assez mal, on s'en va. Bien, je dis, on s'en va à l'hôpital. Il n'y en a pas question, on s'en va chez nous. Alors, on s'en allait chez nous. À minuit, on s'en allait à l'hôpital. Ils ont passé un électro, ils n'ont rien trouvé. On est retourné à la maison. Il est retourné le samedi matin, puis là, il a fait comme un arrêt cardiaque. On l'a transporté à Sherbrooke le samedi matin et il est mort d'ennui à 3h30 dans la nuit. Mais il n'avait jamais été malade avant ça. Probablement que c'était le stress. Vous avez vécu 2 deuils à ce moment-là, et Oui. La perte de votre mari et le deuil de la politique. Ça a dû être des semaines difficiles. C'était le deuil de mon mari, évidemment que c'était très, très difficile. Ça a été une surprise, puis le désespoir total. En plus de perdre mon mari, là, je me disais, la politique,
Là, comment je vais faire de la politique à Saint-Sébastien, tout seul, là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'était un deuil, c'est sûr, la perte de mon mari qui était pire, mais il y avait aussi le deuil de la politique. Mais ce deuil de la politique n'a pas duré longtemps. Pas très longtemps, non. Pas suffisamment, parce que, bon, c'est sûr que moi, j'étais bien amie avec Mme Bacon, avec Lise Bacon. Alors, elle a passé les 3 jours. Pendant ce temps-là, on exposait pendant 3 jours. Alors, elle a passé les 3 jours avec moi, puis, bon, jasait de politique, puis là, elle s'est rendue compte comment j'aimais ça, puis que je connaissais les dédales de la politique. Alors, elle m'appelait tous les jours, comment ça va, puis là, je pleurais. Ça fait que là, elle dit, faut arrêter de pleurer. On a des grands espoirs pour toi. Mais je vous êtes bien chanceux d'en avoir de l'espoir, moi, j'en ai pas du tout. Fait que, elle dit, écoute, j'ai parlé à Robert, parce que M. Bourassa, elle l'appelait Robert. Et puis, je lui ai dit que j'avais trouvé le candidat pour Mégantic-Compton. Puis elle dit, là, elle dit, je vais être candidate dans Mégantic-Compton. Puis mes enfants étaient encore chez moi. Dans la semaine qui a suivi l'enterrement, là, mes enfants étaient encore chez moi. Je sors du téléphone. J'ai dit, Lise Bacon est malade. Elle veut que je sois candidate dans Mégantic-Compton. Mon fils, il dit, pourquoi pas? Je dis, écoute bien, tu as suivi Fabien, tu en connais autant comme il en connaissait. Il dit, pourquoi pas? Alors, le lendemain, Lise me rappelle, puis, je dis, écoute, là, laisse-moi une chance. Là. J'ai dit, si les élections ont lieu dans 6 mois, oui, ça m'intéresse. Mais, j'ai dit, dans le moment, là, il n'y en a pas question. Fait que, ben, tu sais bien, elle dit que les comtés, ça reste ouvert pendant 6 mois de temps. Fait que ce ne sera pas avant 6 mois. Mais je sais, dans 6 mois, c'est oui. Alors, après, j'ai eu dit oui. Bien là, est arrivée l'élection de Jonquière qui avait retardé d'1 mois pour ouvrir les 2 comtés en même temps. Fait que là, elle dit, Madeleine, elle dit, écoute, elle dit, c'est pas dans 6 mois, c'est dans 1 mois. Pierre Bibeau, qui était le directeur du parti à ce moment-là, m'appelle, puis je pleurais au téléphone. Là, elle pleure, elle a de la misère à parler, elle ne sera pas prête. Mais là, il dit, écoute, il dit, il faut que tu te décides, parce que, il dit, M. Bourassa est prêt à te rencontrer à 3 heures après-midi. Alors, parce que là, il dit, si tu perds ta chance, s'il y en a un autre qui se présente dans l'élection générale, on ne tassera pas pour te prendre. Puis nous autres, on veut t'avoir. Fait que je dis, laisse-moi réfléchir. Fait que, en tout cas, j'ai pris mon temps, puis là, j'ai parlé à Fabien, puis là, tu m'as fait un coup, là c'est le temps de m'aider à prendre une décision, puis de prendre la bonne. Alors, à un moment donné, je suis venu d'une sérénité totale. J'ai rappelé Pierre, j'ai dit, je vais être là 2 heures après-midi. Puis là, je suis arrivé dans le bureau de Pierre, puis là, on a commencé à parler de mon mari, évidemment. Puis là, j'en parlais avec une sérénité extraordinaire. Là. C'est comme, oh mon Dieu, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, un matin, il dit, tu n'avais pas l'air dans cet état-là. J'ai parlé à mon mari. Puis j'ai demandé de me faire prendre la décision qui était la meilleure. Puis je pense que ma décision, c'est celle-là, parce que j'adore faire de la politique. Mais après que j'ai rencontré Pierre Bibeau, j'ai rencontré M. Bourassa, fait qu'il dit, on t'en demande beaucoup, hein? Ça fait que j'ai dit, non, M. Bourassa, j'ai dit, je suis prête, mais à une condition. J'ai dit, pas de convention. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. J'aimerais bien le faire, mais je viens de faire le tour de la province en promettant que chacun des comtés choisirait leur candidat, on leur imposera pas de candidat. Alors, si la première élection qu'on fait, je t'impose, tu peux perdre l'élection. Tu vas avoir une convention, tu vas gagner les conventions et automatiquement, l'élection va être gagnée. Alors, j'ai eu une convention, puis j'ai eu beaucoup d'aide. Puis mon mari avait eu 2500 de majorité en 81. Et mon objectif, moi, c'était de doubler sa majorité. Est-ce que ça a été une campagne difficile? Est-ce que vos adversaires ont tenté de menuiser le courant de sympathie que vous aviez? Lors de la convention, parce que j'ai eu une convention contestée, c'est sûr que les adversaires, quand j'ai gagné du 4-1, ils ont crié « vote de sympathie ». Mais le vote de sympathie a duré longtemps parce que j'ai été élu 5 fois. Alors, j'ai fait 20 ans.
Je me levais à 6 heures le matin, puis je rentrais à minuit le soir, et puis j'ai fait le tour du comté, même s'il y avait des gens qui faisaient du porte-à-porte, j'ai fait le tour du comté. Puis à ce moment-là, j'avais 52 municipalités. Alors, c'était 52 maires, 52 clubs d'âge d'or, 52 clubs sociaux, des clubs sociaux, il y en avait en quantité. Alors, c'était du boulot. Justement, décrivez-nous le donc ce comté-là de Mégantic-Compton, autant sur le plan économique que social, là. Bien, c'est-à-dire qu'au plan géographique, si vous voulez, là, il converge entre l'Estrie et la Beauce et 3 États américains. Alors, c'est un comté immense. Je pense que l'Angaba et Abitibi-Est sont plus grands que Mégantic-Compton, mais il est très peu populeux. On a 32 000 électeurs, mais dans un territoire immense. Et l'économie est diversifiée. Il y a 30 des travailleurs qui sont dans les services. Il y a des industries de bois, de granit, puis d'agriculture. Alors, c'est assez diversifié. Est-ce qu'il y a une grosse industrie, ou est-ce qu'il y avait de grosses industries à l'époque, ou c'était... Bien, c'est-à-dire que j'ai contribué à amener une grosse industrie chez nous, là, Tafisa Canada, une compagnie espagnole qui fait des panneaux particules. Et il y avait de la place pour une compagnie au Québec. Parce que par rapport à l'approvisionnement, ça prend des résidus de bois, évidemment. Alors, il y avait Raymond Savoie qui voulait l'amener dans l'Abitibi, et puis moi que je voulais l'amener dans Mégantic-Compton. Alors, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai eu le permis d'opération, si vous voulez. Mais j'avais un bon argument parce qu'il y avait l'usine de Bestar qui fabriquait des meubles avec des panneaux. 40 de la production de Tafisa approvisionnait Bestar à 90 Alors, c'était un argument qui était valable pour que la compagnie vienne s'installer à Mégantic. Et vous avez fait vos premiers pas à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas vraiment vos premiers pas, mais comme député, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez mis les pieds? C'est-à-dire, sur le parquet du Salon Bleu, vous savez que le premier discours qu'on fait en chambre, c'est toujours énervant. Mais quand vous arrivez en partiel, là, il y a le premier ministre, il y a notre chef, il y a 125 députés et les galeries sont pleines. Alors, imaginez-vous que le premier discours à l'Assemblée nationale, là, c'est à peu près le seul que tu fais où il y a 125 députés. Vous le savez, vous avez suivi ça assez. Alors, c'est évident que je tremblais, le cœur me débattait et je me disais, mon Dieu, comment je vais faire? Il va sans dire qu'en tout premier lieu, je tiens à remercier la population du comté de Mégantic-Compton pour la confiance qu'elle m'a accordée à la suite d'événements connus de tous en cette Chambre. Cet appui se traduira de ma part par une ardeur encore plus forte à défendre les intérêts de mes concitoyens et concitoyennes du comté. Familière que je suis déjà avec les réalités des 50 municipalités qui composent Mégantic-Compton. Cette confiance, je la dois également aux membres de ma famille, mes amis et collègues libéraux, lesquels n'ont cessé de me démontrer leur affection et leur détermination à mon égard, de manière à sortir vainqueur de cette lutte qui aura duré 5 semaines. En tout cas, c'était Richard Gay qui était président de l'Assemblée nationale, puis les micros sont sensibles. Il dit qu'il m'entendait battre le cœur dans le micro. C'est que ça peut vous dire que je tremblais et j'avais les jambes toutes tournées une autour de l'autre pour essayer de me stabiliser, puis je me tenais après mon pupitre. Le premier discours, il était très dur. Vous n'étiez pas beaucoup de femmes à l'époque à l'Assemblée nationale? Non, j'étais la 9e femme élue à l'Assemblée nationale, puis comme j'étais élue avant Mme Aline Saint-Amand, parce que moi, à 8h05, j'étais déclarée élue.
Alors, j'étais la 9e femme à être élue à l'Assemblée nationale. Et Mme Aline Saint-Amand, la 10e, mais elle a été déclarée élue à 11 h le soir. Est-ce que ça a été difficile de prendre votre place dans ce monde d'hommes? Je n'ai jamais rêvé d'être ministre. Moi, j'étais une députée de comté, une députée de terrain. Parce qu'il faut dire qu'en 83, quand j'ai été élue, une femme dans un comté rural, c'était pas évident. Puis dans un grand comté comme ça, on m'a même demandé qu'est-ce que tu vas faire l'hiver. Bien, c'est quoi l'hiver? Ben oui, mais quand il va y avoir des tempêtes de neige, je dis, quand il va y avoir des tempêtes de neige que personne ne peut sortir, je ne sortirai pas. Mais j'ai toujours conduit l'hiver, puis je vais continuer à conduire. Puis je vais continuer à faire mon travail l'hiver comme l'été. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour les agriculteurs? Bien, j'ai dit, mon mari était député 3 ans, puis je ne l'ai jamais vu aller traire les vaches, puis aller faire les foins. Bien, j'ai dit, si vous m'apportez un dossier à piloter devant le ministre de l'Agriculture, je vais être capable, pareil comme un homme. Pourtant, vous dites, bah, j'ai jamais espéré devenir ministre. C'est quand même une ambition légitime de la plupart des députés. Vous ne l'aviez pas, cette ambition-là? Je n'avais pas cette ambition-là parce que, premièrement, dans la région de l'Estrie, il y avait plusieurs ministrables. Il y avait Pierre Paradis, il y avait Yvon Vallière, il y avait Monique Gagnon-Tremblay. Alors, qui avait été ministre de 85 à 89. Alors, il était pour les démotionner, pour me nommer moi. Et je trouvais que j'avais tellement d'ouvrages à mon comté que d'être ministre, il faut que tu sois au service de toute la province, tandis que député, tu es au service de ton comté. Et moi, j'étais une femme de comté. Moi, j'ai toujours dit que quand on arrive avec un argument qui est valable, c'est pas parce que tu es une femme que c'est pas bon. Si tu arrives avec des choses qui n'ont pas d'allure, bien, c'est sûr et certain que tu vas te faire remettre à ta place. Mais je pense que les femmes, aujourd'hui, ils ont leur place. Et puis, on était 10 à ce moment-là, 10 femmes des deux côtés. Et je pense que chacune faisait son travail. Et est-ce qu'on vous a proposé, en arrivant à l'Assemblée nationale, des dossiers particuliers ou si on vous a laissé le temps de bien assimiler tout ce qui se passait? Je suis rentré le 5 décembre à l'Assemblée nationale. Nous avons eu un caucus dans l'Outaouais. Et là, naturellement, nous étions 2 nouveaux députés. Il fallait avoir chacun nos dossiers. On était dans l'opposition à ce moment-là. Alors, M. Bourassa m'a offert le dossier de la condition féminine. J'ai dit, M. Bourassa, est-ce que je suis obligé d'accepter? Il dit, non, non. Il dit, moi, la condition féminine, il me semble que je ne serais pas efficace dans ce dossier-là. Alors, j'aimerais bien avoir d'autres choses. Bien, il dit, si je te donnais les aînés, est-ce que tu aimerais ça? Je dis oui. Alors, on m'a donné le dossier des aînés tout de suite en janvier. Puis en mars, bien là, on a commencé la session. En 1984, vous étiez à l'Assemblée nationale au moment de ce qu'on a appelé la fusillade de l'Assemblée nationale. Étiez-vous à Québec même et qu'est-ce que vous avez ressenti cette journée-là? C'est-à-dire que c'était le mardi matin et j'arrivais à Québec. Et à un moment donné, là, j'ai vu un hélicoptère tourner au-dessus du Parlement. Mon Dieu, on doit avoir des invités extraordinaires pour qu'un hélicoptère. Puis là, la route était barrée. Fait qu'à un moment donné, la police m'arrête. Il dit, où vous allez? Je m'en vais au Parlement. Il dit, oh, non, non, il dit, il y a une fusillade au Parlement. Je dis, quoi? Il dit, ben oui. Il dit, il y a une fusillade. Puis il dit, là, il dit, ben oui, mais j'ai dit, il faut que je m'en aille. Moi, là, puis là, je ne connaissais pas Québec trop, là. Il dit, où vous demeurez? Je demeure au Hilton. Ben, là, il m'a donné la route à prendre pour m'en aller au Hilton, puis presque tous les députés étaient rendus là. Et moi, là, dans l'énervement, là, on voulait savoir s'il y avait des députés de blessés, s'il y avait... On n'en savait pas trop. Dans l'énervement, j'ai oublié d'appeler mes enfants. Alors, eux autres, ils ont vécu une journée épouvantable, parce que quand ils disaient qu'il y avait des morts, ils ne nommaient pas, évidemment. Puis là, ils disaient, est-ce que notre mère était là, puis est-ce qu'elle était morte? Ils se sont posés des questions, puis là, j'ai eu droit à quelques petits sermons de la part de mes enfants. Tu aurais pu nous appeler. Je vous remercie.